Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Je vais vous présenter la nouvelle interface implémentée dans la version étape 2024. Je vous montrerai également comment personnaliser l'interface utilisateur pour qu'elle réponde à vos besoins qui vous sont propres. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez nous contacter via la messagerie du webinaire, notre équipe est à votre disposition. Si vous rencontrez des problèmes audio ou vidéo, actualisez votre navigateur ou quittez et rejoignez le site, cela résout la plupart des problèmes. Nous vous recommandons également d'utiliser Google Chrome pour une meilleure visualisation. Si vous ne pouvez pas rester pendant toute la durée du webinaire ou si vous souhaitez le revoir, vous recevrez dans les 2 prochains jours un lien vers la présentation enregistrée. Toutes les personnes qui participent à la conférence en direct recevront un certificat de participation dans l'heure qui suit le webinaire. Je suis ravi de vous présenter ce webinaire sur la nouvelle interface 2024. Ce changement d'interface a pris en compte le déroulement des études pour faciliter l'utilisation du logiciel. De nombreuses possibilités de personnalisation ont été ajoutées pour simplifier la recherche des fonctionnalités que vous utilisez le plus et améliorer votre productivité. Bien que ce soit un changement radical, nous sommes convaincus qu'une fois la phase d'adaptation passée, elle vous apportera une facilité d'utilisation et des gains de temps grâce aux nouvelles fonctionnalités du ruban. Pendant ce webinaire, je vais présenter cette nouvelle interface, je commencerai par expliquer l'organisation des menus et des barres d'outils, et dans un second temps, je vous montrerai comment on peut personnaliser l'interface selon ses habitudes et ses besoins. L'objectif, c'est qu'au terme de ce webinaire, vous soyez à l'aise avec la nouvelle interface. Cette interface a été créée pour vous assurer une navigation plus fluide et plus intuitive, ce qui doit finalement rendre l'utilisation d'étapes plus productive. Nous avons voulu unifier l'intention de l'utilisateur à la commande. C'est-à-dire que le déroulement des fonctionnalités suit une logique qui parle à tout le monde. Étape possède une multitude de fonctionnalités. Il y a donc beaucoup de commandes. Nous avons eu la volonté d'alléger l'interface pour que la prise en main de l'outil par les nouveaux utilisateurs soit la plus simple possible. À présent, on trouve sur la gauche une barre d'outils verticale qu'on appelle la barre d'outils des groupes d'études. Il y a au total 15 groupes. Le premier en partant du haut est pour la modélisation, c'est-à-dire l'édition du schéma unifilaire. Le second groupe concerne les flux de puissance, puis les courts-circuits, puis la protection, etc. Chaque groupe rassemble plusieurs modules de calcul. Rentrons maintenant dans le détail d'un de ces groupes avec les flux de puissance. Quand on sélectionne le groupe flux de puissance, le ruban est mis à jour. Et on trouve sur la gauche du ruban les modules qui sont dans ce groupe. On a le flux de puissance standard pour les réseaux triphasés équilibrés. À côté, on a le flux de puissance pour les réseaux courant continu. Encore à droite, on a le module d'allocation de charge. Et sur la deuxième ligne, il y a le flux de puissance pour les réseaux déséquilibrés et le flux de puissance temporel. Ce sont 5 modules rassemblés dans le groupe flux de puissance. Certains de ces modules peuvent embarquer plusieurs moteurs de calcul. Par exemple, le flux de puissance temporel dont on voit une capture d'écran sur ce slide a 3 moteurs de calcul. On les retrouve dans la zone analyse du ruban. On a le flux de puissance temporel classique qui permet d'utiliser en données d'entrée des profils de charge et de génération et de calculer les flux de puissance à partir de ces profils sur une période de temps donnée. Il y a 2 autres moteurs de calcul qui sont eux aussi basés sur le moteur de calcul flux de puissance temporel. C'est le calcul des émissions de CO2, là aussi sur une période de temps définie en fonction de la consommation et de la production. Et le module de calcul de flux de puissance pour le raccordement des centrales renouvelables au réseau afin de générer automatiquement des diagrammes PQ et UQ. On a donc des groupes qui sont composés de plusieurs modules et qui peuvent avoir à leur tour un ou plusieurs moteurs de calcul. Passons maintenant sur le logiciel pour vous présenter de manière pratique comment ce ruban fonctionne. Voici la nouvelle interface étape, c'est la version 24. Vous remarquez la barre d'outils des groupes sur la gauche de l'écran. On a en premier le mode édition, qui vous donne accès à la barre d'outils des composants qui est sur la droite. Les composants sont classés par type. On a 3 types. D'abord les composants courant alternatifs, puis les convertisseurs, et enfin les composants courant continu. Au sein des composants courants alternatifs, ils sont encore triés par sous-type, avec en haut les composants de type jeu de barre, puis les transformateurs, les câbles et lignes de transmission, etc. La barre d'outils des composants est améliorée. Elle a maintenant une fonction de recherche,
On peut aussi mettre les composants les plus utilisés en favoris, et on peut également changer la taille des icônes. Voilà. Quand le groupe édition est sélectionné, le deuxième menu, qu'on retrouve tout en haut, est le menu édition. C'est ici que vous trouverez les fonctionnalités utiles à la création du modèle. On trouve notamment la corbeille, les fonctions copier, coller, couper, la base de données et le thème graphique. Un peu plus loin, on a la fonction de construction automatique qui se nomme AutoBuild dans la version anglaise. Puis on a les alignements pour que vos composants soient bien alignés les uns par rapport aux autres et aussi par rapport à la grille. La fonction modèle, ensuite, pour sauvegarder un composant ou un groupe de composants comme fichier, un fichier propre, ça sera un fichier XML, et ensuite ce fichier vous pourrez le réutiliser dans le même projet ou dans un projet futur. Ça vous permet vraiment d'accélérer le processus de création du modèle. Vous êtes probablement déjà familier avec le menu d'édition, donc je vais à présent parler du ruban, et on va commencer par voir l'interaction entre les groupes d'études et les menus qui composent le ruban. Vous remarquerez que lorsque je sélectionne un groupe, par exemple le groupe flux de puissance, alors le ruban est mis à jour. Le ruban est donc dynamique. Tout d'abord, le menu d'édition a été remplacé par le menu modèle. Ils sont très proches, mais le menu modèle a été épuré. On a enlevé les fonctions qui sont liées à la modélisation, comme les copier-coller et l'ajout de modèles. En effet, on ne peut pas ajouter de nouveaux composants quand un mode de calcul est sélectionné. Vous voyez dans le menu flux de puissance les modes que j'ai présentés un peu plus tôt, le flux de puissance courant alternatif standard, le flux de puissance courant continu, le flux de puissance pour le réseau déséquilibré, etc. Et donc, quand on choisit un mode, qui est sur la gauche du ruban, tout le reste du ruban est également mis à jour. Donc dans la zone analyse, on a les moteurs de calcul et le cas d'étude, qui permet de personnaliser les paramètres de calcul. Une fois qu'on lance un calcul, les résultats sont disponibles dans un fichier de sortie qu'on trouve dans la zone rapport. Grâce au gestionnaire de rapport, vous pouvez créer des documents, des rapports prédéfinis sous différents formats, notamment Word, Excel, PDF. Avec la version française d'étape 24, vous avez accès à des rapports en anglais et en français. Et ensuite, sur la droite du ruban, on trouve les outils d'analyse des résultats, que ce soit la personnalisation des résultats et données affichées sur la vue unifilaire, avec les options d'affichage. Dans le ruban, on voit des raccourcis de la fenêtre des options d'affichage, mais vous pouvez ouvrir la fenêtre complète en cliquant sur ce symbole, si ce que vous cherchez n'est pas dans le ruban. Ensuite, on a les outils de tracé pour créer des graphiques, puis les alertes qui vous indiquent les équipements pour lesquels les résultats dépassent la tenue des équipements ou en sont proches. Et enfin, les analyseurs qui permettent de comparer plusieurs calculs et de créer des rapports Excel personnalisés. Une fois qu'on a choisi un groupe, on navigue dans le ruban, logiquement, de la gauche vers la droite. Si je choisis un autre mode, par exemple le flux de puissance temporel, le ruban est mis à jour avec des rapports et des outils d'analyse qui sont spécifiques au moteur de calcul du flux de puissance temporel. Okay. Tout à droite du ruban, on a la base de données de votre projet, le gestionnaire de thème et l'assistant de scénario. Donc je commence par la base de données du projet étape qui comprend 3 items. Les présentations, pour créer plusieurs vues unifilaires d'un même projet avec des options graphiques qui leur sont propres. Par exemple, une couleur d'arrière-plan différente, un affichage des données et des résultats spécifiques, etc. Le deuxième item de la base de données est le gestionnaire de configuration, qui sauvegarde les positions des disjoncteurs, des interrupteurs, etc. Les configurations sont très utiles pour passer par exemple du mode normal au mode secours de votre réseau, avec soit des générateurs en service, soit hors service. Voilà. Donc c'est vraiment cet outil de gestion des configurations qui vous permet de passer facilement d'un mode de fonctionnement à l'autre. Le troisième item de la base de données du projet est le gestionnaire de révision. Les révisions permettent de faire évoluer les propriétés des composants, par exemple la longueur des câbles, les puissances des transformateurs, et de garder en mémoire toutes les étapes de conception et de dimensionnement de votre projet. Comme ça, vous pouvez lancer des calculs avec les données initiales, par exemple de la phase d'étude de faisabilité, puis lancer des calculs avec les données de la phase de conception de détail et comparer les résultats avec des outils communs d'analyse.
par exemple les analyseurs de flux de puissance ou analyseurs de court-circuit. Et comme ça, vous pouvez argumenter vos choix de dimensionnement en comparant les résultats pour différentes révisions. Il n'y a pas de limite quant au nombre de présentations, de configurations et de révisions. Okay. Il n'y a pas non plus de limite sur la combinaison de ces éléments. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle configuration avec n'importe quelle révision et n'importe quelle présentation. Voilà. C'est pour ça que cette base de données, on l'appelle aussi la base de données tridimensionnelle. Chacun des 3 items représentant une dimension, et ces dimensions peuvent être combinées librement entre elles. En dessous des révisions, il y a le gestionnaire de thèmes. Le thème, c'est un outil qui porte les paramètres d'affichage, qui porte les paramètres graphiques du schéma unifilaire, comme la couleur de la grille, la police des annotations et des résultats, la couleur des composants, bref, tout ce qui vous permet de personnaliser les couleurs et le style de votre schéma unifilaire. Vous pouvez utiliser un thème existant ou bien créer le vôtre. Et une fois que vous avez créé votre thème, vous pouvez l'envoyer à des collègues, à des partenaires, et également le faire évoluer d'une version à l'autre de l'outil. Donc cette zone, avec les vues, les configurations, les révisions et le thème, définit le contexte qui sera considéré lorsque vous allez lancer un calcul. Voilà, on peut dire que ça correspond à la sélection des données d'entrée. Et je finis avec les assistants d'études, de scénarios et de projets. L'idée de ces assistants, c'est de sélectionner et sauvegarder les données d'entrée pour un calcul, et après de les relancer facilement en un clic. Donc si j'ouvre d'abord l'assistant de scénario, dans la partie paramètres, on retrouve 2 colonnes. Sur la colonne de gauche, on a les informations qui sont liées à la base de données, avec les configurations, les révisions, les présentations. Et sur la droite, la colonne des paramètres, on a tout ce qui est lié au mode de calcul. Donc le groupe, le module et le moteur de calcul. Et on va jusqu'à définir le fichier de sortie dans lequel les résultats seront sauvegardés. Une fois que le scénario est créé et sauvegardé, vous pouvez le relancer ultérieurement en cliquant sur le bouton exécuter. Donc avec l'assistant d'étude, qui est l'outil suivant, on va pouvoir combiner plusieurs scénarios dans ce qu'on appelle une macro d'étude, par exemple plusieurs scénarios de flux de puissance au sein de la même étude, et en un seul clic, tous ces scénarios seront relancés les uns à la suite des autres et tous les fichiers de sortie seront mis à jour. Donc il vous restera ensuite plus qu'à analyser les résultats. Donc c'est un des outils qui améliore votre productivité, qui est très simple d'utilisation et qui permet donc de mettre à jour tous vos résultats en quelques clics. Je ne vais pas présenter les 2 dernières icônes à droite car elles sont activées uniquement pour la solution étape temps réel. Donc le principe de fonctionnement du ruban que je viens d'expliquer pour le groupe d'études flux de puissance sera le même pour les autres groupes d'études, court-circuit, harmonique, etc. Donc si je choisis le suivant, le groupe court-circuit, en haut le menu flux de puissance du ruban laisse sa place au menu court-circuit et vous retrouvez la même architecture dans ce menu court-circuit avec la liste des modes, puis les moteurs de calcul, les fichiers de sortie avec les rapports et enfin les outils d'affichage et d'analyse. Et puis tout à droite, la base de données, les gestionnaires de scénarios. Donc pour les groupes court-circuit, protection et arc flash, il y a une première zone avec l'information de la norme qui est sélectionnée dans le cas d'étude. Donc c'est une information pour bien vous rappeler si vous avez choisi la bonne norme dans le cas d'étude dans la zone analyse. Pour l'instant, je vous ai présenté les menus édition, qui devient le menu modèle lorsqu'un groupe de calcul est sélectionné, et le dernier menu du ruban qui correspond au groupe d'études sélectionné. J'ai commencé par ces menus car ce sont ceux dont on se sert le plus et ce sont ceux qui sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils sont mis à jour selon le groupe d'études sélectionné. Maintenant, je vais passer aux autres menus. Je vais passer toutes les autres en revue. Donc on va commencer par le menu fichier. Le design de ce menu est similaire à ce qu'on peut trouver dans la suite Microsoft Office. Voilà, le premier onglet, c'est l'onglet Info avec des informations générales sur le projet qui est ouvert. Ensuite, c'est l'onglet sur le compte que vous utilisez. Ce sont les informations de la licence, le numéro de série, le nombre de bus, date d'expiration, etc. Voilà. On a également les modules actifs sur cette licence. Donc, si quelque chose est manquant, vous le verrez ici à cet endroit. Puis, on a les options et préférences. Ce sont des réglages et des options de personnalisation qui seront appliquées à tous vos projets.
ce sont des options qui s'appliquent à la version d'étape que vous êtes en train d'utiliser. Voilà. On a ensuite ce qu'on appelle le Launchpad ou la fenêtre de lancement rapide, où on va retrouver les exemples qui sont installés quand on installe le logiciel, les projets récents, et puis des commandes habituelles, ouvrir, fermer. Ensuite, nous allons trouver des fonctions de base comme créer un nouveau projet, ouvrir un projet existant, fermer le projet en cours sans fermer le logiciel, enregistrer, créer une copie du projet par exemple pour faire une sauvegarde. Voilà. Ensuite, il y a la fonction partager qui est très utile si vous avez besoin d'envoyer votre projet à quelqu'un d'autre. Cette fonction va créer un zip du projet et le fait de zipper diminue la taille de votre projet par un ratio d'environ 90%. Et vous pouvez choisir en plus d'ajouter ou pas des éléments annexes à votre projet, comme la librairie, les blocs de données, les scénarios, les cours diagrammes de sélectivité, etc. Donc un outil très important pour le partage de votre projet. Ensuite vient l'onglet DataX pour Data Exchange, qui rassemble les fonctionnalités d'import et d'export vers d'autres solutions logicielles. On a ensuite la fonction imprimer. Si vous souhaitez imprimer les schémas unifilaires ou les diagrammes de sélectivité, vous pourrez le faire depuis ce bouton. Vous pourrez imprimer ces documents individuellement, c'est-à-dire schéma par schéma ou diagramme de sélectivité par diagramme de sélectivité, mais on a aussi l'impression par lot qui permet d'imprimer par exemple toutes les vues unifilaires ou tous les diagrammes de sélectivité en un seul clic et de leur appliquer des propriétés d'impression identiques à tous. Le dernier, l'onglet déconnexion qui sert à se déconnecter pour ensuite se connecter avec un autre profil utilisateur et le bouton sortir pour quitter le logiciel. Maintenant, le menu suivant, le menu projet. Avec ce menu projet, on va pouvoir de manière générale personnaliser des réglages, des identifiants, des propriétés de composants pour le projet en cours. Ces réglages s'appliqueront que sur ce projet et pas sur d'autres projets qui sont déjà existants. Sur la gauche, on a les profils utilisateurs. On s'en sert surtout sur les projets protégés par mot de passe afin d'attribuer des droits spécifiques aux différents acteurs du projet. Certains auront des droits qu'en lecture, d'autres pourront modifier, d'autres auront un accès détaillé à la librairie. Voilà. Donc, gestion des profils utilisateurs. Ensuite, il y a la zone information. On va avoir des informations générales sur le projet, par exemple sur le calendrier, le format des dates. Une information plus importante concerne les normes. Avec ce paramètre CEI ANSI, on peut changer les types de symboles utilisés dans le menu d'édition. Si je sélectionne ANSI et que le groupe d'édition est sélectionné, et bien alors on voit que les symboles des composants sur la barre d'outils à droite sont de type ANSI. Et si maintenant je fais la manip inverse, que je repasse en symbole IEC, et ben on va voir que les composants seront modifiés à nouveau. On peut aussi changer la fréquence du projet, 50, 60 Hz ou autre, et le système d'unité, système métrique ou système anglo-saxon. Je ferme la fenêtre concernant les normes du projet. Pour finir avec la zone information, on a l'icône option du projet, qui permet entre autres de paramétrer une sauvegarde automatique et de définir l'intervalle de cette sauvegarde. Cette sauvegarde automatique peut être utile pour ne pas perdre de données en cas de crash du PC. Ensuite, on a des outils utilisés par certains modules et des fonctions d'aide à l'exploitation pour les dispositifs de protection. Dans la zone relative aux câbles, on a un outil particulièrement intéressant, c'est le gestionnaire de câbles. C'est un outil de reporting qui permet de visualiser les propriétés et les résultats des câbles de votre projet. Et ensuite, vous allez pouvoir générer des rapports ou bien faire un export de cette vue, de ce tableau vers Excel pour créer vos listes de câbles. Donc dans ce gestionnaire de câbles, on va pouvoir également filtrer les câbles par zone selon les sous-stations, par niveau de tension, par type de câble si c'est AC, câble alternatif ou câble courant continu. Et après même à l'intérieur du tableau, sur les colonnes, on a des filtres pour par exemple trier les câbles avec des isolants PVC ou les câbles avec des conducteurs en aluminium ou cuivre. Donc après, vous allez vraiment pouvoir personnaliser les câbles qui sont affichés dans ce tableau pour ensuite vous faire des exports ou des rapports pertinents pour votre projet. Ensuite, toujours dans la zone câble, on a un outil
qui permet de choisir le type de modèle utilisé pour représenter les câbles et les lignes de transmission. Donc il y a deux choix possibles, il y a le modèle AMPI, ou qu'on appelle souvent le modèle ligne courte, ou bien le modèle pour les lignes longues qui est un modèle distribué. Voilà. Et donc ce modèle va être appliqué aux différents modules de calcul, de flux de puissance, d'harmonie, etc. Ensuite, toutes les autres fonctions du ruban qui se trouvent sur la droite vont vous servir à définir des noms, des identifiants et des propriétés par défaut. Par exemple, dans les catégories, on peut choisir les identifiants des catégories de charge et de génération, utilisés pour les calculs de flux de puissance, démarrage moteur et harmonique. Dans la zone présentation, on définit l'identifiant par défaut des vues unifilaires ou des diagrammes de sélectivité. Par défaut, les diagrammes de sélectivité s'appellent star, puis il y a un nombre qui s'incrémente à la suite de ce nom. Mais on pourrait dire par exemple CTC pour courbe temps courant, ou TCC, et puis un numéro s'ajoutera à la suite. Dans la zone propriété, on peut définir les propriétés par défaut de tous les éléments. À chaque fois que vous ajouterez un composant sur la vue unifilaire, ce composant viendra avec ses propriétés par défaut. Donc par exemple, si on ouvre le câble par défaut, on peut lui mettre une longueur de 50 mètres et une librairie par défaut. Donc je clique sur le bouton librairie. Dans la colonne source, je vais choisir le type de câble. Je vais prendre par exemple un câble basse tension pour la France, donc un câble 8000 R2V. Je choisis sa section en bas à droite à 50 mm². J'ajoute ce câble, je le sélectionne, et donc maintenant, si je retourne dans le mode édition et que je rajoute mon câble sur le schéma unifilaire, il vient bien avec cette librairie présélectionnée, la longueur et la bonne section. Voilà. Donc ça permet de gagner du temps aussi dans le processus de modélisation, de création de votre schéma. Très bien. Maintenant, je vais passer au menu suivant, le menu collaborer. L'élément central du menu collaborer, c'est ce qu'on appelle le Data Hub. Donc c'est la passerelle qui permet d'accéder aux données de votre projet. Une fois le Data Hub activé, vous pouvez par exemple lancer l'API étape. Donc API veut dire Application Programming Interface. Donc grâce à cette API, on peut créer des scripts Python qui vont venir écrire ou récupérer des données de votre projet, mais vous pouvez aussi lancer des calculs de manière automatisée et générer des rapports personnalisés. Voilà. Ensuite, on a Étape App. Donc c'est une application étape disponible sur tablette ou même sur Windows aussi, sur PC portable, qui ne nécessite pas de licence et qui sert à faire de la collecte de données sur site. Donc vous installez votre étape app sur votre PC, votre tablette, pas besoin de licence, vous faites des relevés, par exemple vous téléchargez un schéma unifilaire existant, et ensuite vous faites du relevé et vous mettez à jour les données lorsque vous visitez un site. Voilà. Ensuite NetPM. NetPM est un outil de travail collaboratif. Plusieurs personnes peuvent travailler sur le même projet et il y a un système de suivi des modifications. Voilà. Dès que quelqu'un va venir modifier une donnée, dès qu'un des participants va venir modifier une donnée, ensuite cette donnée sera historisée, elle pourra être acceptée ou rejetée par la personne qui organise le projet, le référent du projet, et donc ça permet de travailler toujours avec un modèle à jour, de faire un suivi des évolutions et d'avoir un travail collaboratif sur des projets étendus quand plusieurs entreprises ou personnes travaillent en même temps. Voilà. Les autres fonctions dans ce menu font partie des fonctions d'échange de données vers d'autres solutions logicielles que j'avais déjà abordées quand on avait regardé le menu fichier. Voilà, on a été brièvement passé dessus. Maintenant, le menu référence. Un projet étape est toujours associé à 3 fichiers de référence que sont la librairie, l'entrepôt et le livre de règles. Donc la librairie, c'est assez simple et bien connu, hein. Elle permet de stocker les propriétés des composants, comme les impédances des câbles, les caractéristiques et plages de réglage des disjoncteurs, etc. Donc on vient sauvegarder les propriétés des composants définies par les fabricants. L'entrepôt, lui, c'est le même principe que la librairie, mais il ne fonctionne pas avec la vue unifilaire, mais il va venir fonctionner avec la vue géospatiale. Donc si votre projet n'a pas de vue géospatiale, ce qui est dans la plupart des cas, vous n'avez pas de fond de carte et vous n'avez pas commencé à poser des composants selon une vue géospatiale, à ce moment-là, l'entrepôt ne vous servira pas.
Et enfin, on a le livre de règles, qui a deux usages principaux. Il sert déjà, comme son nom l'indique, à sauvegarder des règles, c'est-à-dire des critères, pour l'automatisation d'un certain nombre de fonctions, comme la construction automatique de l'unifilaire ou la vérification automatique des réglages de protection. Premier objectif. Deuxième objectif, on s'en sert pour définir des contraintes réglementaires et des normes. On trouve par exemple le livre de règles des harmoniques qui contient des normes de différentes régions, donc les normes CEI, on a des normes européennes, des normes pour certains pays européens comme l'Angleterre et autres, et puis on a des normes nord-américaines. Donc on vient définir les limites admissibles selon certaines normes, et donc le gros avantage de ce livre de règles, c'est que l'utilisateur a un accès en écriture. Il est très facile de définir ses propres règles, de repartir d'une norme existante pour venir la personnaliser en fonction des besoins spécifiques d'un projet. De plus, ce livre de règles, donc vous avez un fichier à part, qui est un fichier .rul, RUL, et donc ce fichier, vous pouvez facilement l'attacher à votre projet quand vous partagez votre projet, et vous pouvez facilement l'envoyer à des collègues ou des partenaires. Un point d'attention concernant ces trois références, que sont la librairie, l'entrepôt et le livre de règles, ils sont toujours associés à un projet, mais ce ne sont pas des fichiers qui font à proprement partie de votre projet, ce sont des références de votre projet. Et donc quand vous cliquez sur sauvegarder le projet, avec l'icône qu'on a tout en haut, dans le bandeau d'accès rapide, on ne retrouve pas, ça ne sauvegarde pas ces trois fichiers de référence. D'accord ? Quand vous êtes dans la librairie, dans l'entrepôt ou dans le rulebook, vous avez à chaque fois un bouton sauvegarder qui vous permet, que dès que vous faites une modification dans un de ces fichiers, de venir l'enregistrer. Si vous oubliez de faire cette sauvegarde, c'est pas très grave. Quand vous fermerez votre projet, le logiciel vous proposera à la fois de sauvegarder le projet, mais aussi de sauvegarder ces fichiers de référence que vous auriez modifiés. D'accord ? Passons au menu suivant, le menu outils. Alors ce menu outils, il rassemble des calculateurs et des fonctionnalités plutôt avancées. On a sur la gauche un éditeur Python intégré pour rapidement lancer vos scripts. Donc cet éditeur il sera actif une fois que vous aurez lancé le Data Hub que j'ai présenté juste avant. Et bon nombre des autres outils qui sont disponibles dans ces menus sont en lien avec les études ArcFlash, comme le e-Label Maker, qui est un outil de création de labels, l'éditeur de coffret qui permet de définir les dimensions et les différents compartiments de vos tableaux, et les calculateurs ArcFlash qui permettent de faire des calculs, on pourrait dire presque manuels, c'est des petites calculatrices pour calculer l'énergie incidente. Donc je ne vais pas passer plus de temps sur ce menu outils. Le suivant, le menu affichage. Alors dans ce menu, vous avez toutes les vues disponibles. Alors, les vues, ça va être les manières de représenter des parties de votre réseau. Voilà. Donc on commence avec le gestionnaire de système, qui est une vue en arborescence de votre projet. On retrouve notamment la liste des composants, puis on a les vues unifilaires, les éventuelles vues géospatiales, les diagrammes de sélectivité, les vues pour les tranchées des câbles et les systèmes de contrôle commande. On a aussi des outils pour la gestion des fenêtres ouvertes dans l'interface. Donc on peut les fermer, les mettre en cascade sous différents formats, ou bien les réorganiser. Voilà. Il faut bien penser dans toutes ces fenêtres, c'est que même si vous fermez une fenêtre, vous ne perdez pas d'informations, d'accord ? Toutes les vues sont juste des représentations de tout ou partie de votre projet, mais fermer une vue, ça ne veut pas dire perdre des informations. Voilà. C'est juste fermer cette représentation-là. Et je vais finir avec le menu d'aide. Dans ce menu d'aide, il y a beaucoup d'icônes, il y en a une longue liste, mais les deux principales sont la première et la dernière. La première, elle ouvre le guide utilisateur, qui est une importante source d'informations avec près de 80 chapitres sur les différents modules et composants. C'est là qu'on retrouve vraiment toutes les informations. À chaque fois que vous voyez un bouton d'aide, un point d'interrogation dans une des fenêtres que vous êtes dans le logiciel, ça va vous rediriger vers la page correspondante dans ce guide utilisateur. Voilà. Et la dernière icône du menu d'aide, elle ouvre les informations de votre licence. Donc vous retrouvez, on avait déjà ces informations-là dans le menu fichier, au début avec les infos de la licence, les infos du compte. Là on retrouve les mêmes choses, avec les numéros de série, le nombre de nœuds, voilà, etc.
sur la première page. Deuxième page, ce sont les fonctionnalités disponibles sous la licence. Ensuite, on a les fonctionnalités de temps réel. Et enfin, la troisième page, ça peut être intéressant, la quatrième page, pardon, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des licences réseau multi-utilisateurs. Vous pouvez voir les autres personnes, les identifiants des autres personnes qui sont connectées à la licence. Voilà. Donc, vous pouvez identifier qui travaille sur la licence. On retrouve également cette vue là dans le gestionnaire de licence qui serait installé sur le serveur. Voilà. Bon, on vient de faire un tour assez exhaustif de tous les menus du ruban. J'ai présenté les fonctions principales. Si vous avez du mal à retrouver une des commandes que j'ai présentées, ou une commande que vous aviez l'habitude d'utiliser dans des versions précédentes qui étaient avec l'ancienne interface, il y a une chose qui est très intéressante là, qui est très facile, c'est la fenêtre de recherche. D'accord ? Vous avez ici une zone de recherche, il vous suffit de taper une commande. Par exemple, si je saisis gestionnaire de configuration, il apparaît et je peux ouvrir le gestionnaire de configuration. Donc voilà, toutes les commandes sont listées, vous les retrouvez là simplement en les saisissant dans cet outil de recherche. La nouvelle interface possède quelque chose de nouveau. C'est la possibilité de personnaliser l'interface, de personnaliser les fonctionnalités et tous les menus et les rubans. Donc vous allez pouvoir changer le thème de l'interface, qui permet donc, ce thème porte les couleurs de l'interface, donc vous allez pouvoir les changer. Il y a une barre d'outils d'accès rapide qu'on retrouve en général tout en haut de l'écran, qui permet d'avoir les commandes les plus utiles toujours à portée de clic. Ensuite, le ruban et ses menus peuvent être personnalisés. On peut ajouter des commandes au ruban et même ajouter de nouveaux menus à ce ruban. Et vous allez pouvoir créer vos propres raccourcis clavier et modifier les raccourcis existants s'ils ne vous conviennent pas. Voilà. Donc la barre d'outils d'édition a elle aussi été revue et elle inclut de nouvelles fonctionnalités que j'ai présentées un peu avant. Voilà. Donc on va repasser sur l'interface du logiciel et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir personnaliser l'interface selon vos besoins. En haut à droite de l'écran, vous avez le menu déroulant pour changer la langue de l'interface. Donc pour que ce menu déroulant apparaisse, il faut au préalable avoir installé un package de langue. Donc vous avez le package de langue française et puis il y a même d'autres langues, il y en a plusieurs. Par défaut, quand vous installez le logiciel, il n'y a que le package anglais qui est installé. Hein. Donc c'est une sorte d'installation additionnelle qu'il faut faire pour avoir d'autres langues. Juste à côté, vous avez un autre menu déroulant avec les couleurs de l'interface. Donc il y a quelques couleurs principales qui sont listées dans le premier menu déroulant. Pour l'instant, moi j'ai le thème clair qui est sélectionné, c'est le thème par défaut. Vous en avez deux autres là qui sont tout de suite disponibles, le thème gris et le thème sombre. Et si vous préférez avoir quelque chose d'un peu plus coloré, vous avez l'autre menu déroulant avec tout un tas de couleurs. Et il y a également, pour les gens qui aiment bien avoir un fond plutôt sombre, pour éviter de la fatigue visuelle, vous avez le thème sombre. Voilà. Tout en haut de l'écran, nous avons la barre d'outils d'accès rapide. Donc, par défaut, les développeurs ont mis les fonctions les plus utilisées dans cette barre d'outils. Quel que soit le groupe d'études ou le menu sélectionné, cette barre est toujours visible. D'accord ? Donc, il y a une présélection avec les fonctions les plus utilisées qui a été faite. On peut afficher ou masquer ces icônes, ces fonctions qui ont été mises par défaut. Vous pouvez déplacer cette barre d'outils en dessous ou au-dessus du ruban et vous pouvez même l'enlever si vous voulez. Voilà. Maintenant, en cliquant sur Autre commande, vous pouvez ajouter de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles commandes à cette barre d'outils d'accès rapide. Avec ce premier menu déroulant, vous choisissez le menu dans lequel vous allez piocher une commande. Donc, je vais choisir le menu Référence pour ajouter, par exemple, la commande Sauvegarde la librairie. Ensuite, je sélectionne Enregistrer la librairie et je clique sur Ajouter. Je peux modifier la position des commandes dans la barre d'outils avec les flèches haut et bas qui se trouvent tout à droite. Et je peux ajouter des séparateurs
Comme ça, je peux bien organiser ma fonction et mettre par exemple toutes les fonctions de sauvegarde d'un côté, ensuite les fonctions de zoom, etc. Je clique sur OK pour sauvegarder les changements et je vois la nouvelle barre d'outils avec la nouvelle commande et le séparateur. Okay. Maintenant, avec le menu Autres commandes, je vais pouvoir aussi personnaliser le ruban. Donc sur la droite, vous avez la liste des menus du ruban. Vous pouvez par exemple ajouter un nouvel onglet au ruban. Donc si je fais un clic droit, je peux le renommer. Je vais l'appeler par exemple Mes commandes. Et depuis la gauche de cette fenêtre, je vais ajouter des commandes de la même manière que pour la barre d'outils d'accès rapide. C'est-à-dire que je sélectionne le type et après, hop, je les bascule sur la droite. Donc là, je vais ajouter le gestionnaire de configuration, je vais ajouter les options d'affichage des symboles, et je pourrais ajouter, par exemple, le gestionnaire de système qui se trouve dans l'onglet affichage. Avec les flèches qui se trouvent à droite, vous pouvez également changer la position de l'onglet au sein de tous les menus. Je clique sur OK pour sauvegarder les changements que je viens de faire. Et je retrouve bien mon nouveau menu au sein du ruban. Une autre chose, c'est que vous pouvez ajouter des commandes à des onglets existants. J'ouvre à nouveau la fenêtre de personnalisation du ruban. Moi, j'aime bien utiliser les blocs de données pour afficher des résultats et des propriétés. Les blocs de données, par défaut, sont dans le menu modèle, mais on peut vouloir les afficher ou les masquer, par exemple, quand on fait un flux de puissance ou un calcul de courant de court-circuit. Donc je vais venir ajouter les blocs de données au menu flux de puissance. Donc les blocs de données sont dans le menu modèle, comme je l'ai évoqué. Je sélectionne ensuite l'onglet flux de puissance et je les ajoute à la fin. OK. Et comme ça, je retourne sur la fenêtre, et comme ça je peux afficher les blocs de données quand j'ai lancé mon calcul de flux de puissance, sans avoir à changer de menu, par exemple, sans avoir à retourner dans le menu modèle, afficher le bloc de données, et ensuite les masquer. Et enfin, la dernière personnalisation que je souhaite vous montrer concerne les raccourcis clavier. On peut gérer les raccourcis clavier depuis la même fenêtre que la personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide et la personnalisation du ruban. Tout se passe depuis cette fenêtre. Donc je viens cliquer sur le bouton personnaliser. On a la liste des commandes sur la droite. Elles sont triées selon l'onglet dans lequel elles se trouvent. Et je vais créer un raccourci clavier, par exemple pour ouvrir le gestionnaire de configuration. On peut voir si un raccourci est déjà attribué à cette commande. Dans ce cas, il n'y en a pas. Je saisis la combinaison de touches, par exemple CTRL plus W. En dessous, vous avez l'info si cette combinaison de touches est déjà attribuée. Cette combinaison, dans ce cas-là, est disponible. Elle n'est pas attribuée. Donc je valide, je ferme. Et donc si je sors de la fenêtre de personnalisation, maintenant je peux ouvrir le gestionnaire de configuration simplement avec la combinaison de touches CTRL et W. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc pour rappel, il y a eu deux parties principales à ce webinaire. Une première partie pour vraiment présenter la nouvelle interface, les différents menus avec les principales fonctionnalités, la gestion du ruban qui est dynamique, qui va venir afficher de nouveaux menus selon les groupes d'études sélectionnés et selon les modes de calcul sélectionnés. Donc ça c'était la première partie de cette présentation. Et la deuxième partie concerne la personnalisation de l'interface, donc avec la personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide, du ruban, des raccourcis clavier. Voilà. Donc j'espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez appris des choses et que maintenant vous êtes plus familier avec cette nouvelle interface.